Salut et bienvenue dans ce nouveau format sur ma chaîne qui se déroulera en parallèle des notes de blog. En cours d'histoire, on n'apprend quasiment rien sur les 50 dernières années de l'histoire de notre pays. Le programme, en fonction des profs bien sûr, s'arrêtant à peu près à la création de la 5ème République. Dans ce format, on va donc s'intéresser en détail aux événements politiques se passant après la présidence du général de Gaulle, en commençant aujourd'hui avec son successeur, Georges Pompidou. Avant de commencer, ça me ferait super plaisir si vous pouviez vous abonner à la chaîne pour soutenir le petit média indépendant que j'essaye de créer. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit pouce bleu et avec ceci, bonne vidéo. Georges Pompidou devient second président de la République le 20 juin 1969 et fait partie du parti de l'UDR, Union pour la défense de la 5ème République, plus tard renommé RPR, puis UMP, pour être aujourd'hui connu sous le nom des Républicains. Il était âgé de 58 ans, étant né en 1911 à Montboudif, dans le Cantal. Il était élu pour un mandat de 7 ans, car oui, à l'époque, le président restait au pouvoir 7 ans, mais mourra après 4 ans et 9 mois de mandat d'une hémorragie. Mais avant de continuer avec ses actions politiques en tant que président, j'aimerais quand même revenir sur ses postes politiques avant la présidence de la République. Parce qu'il a été Premier ministre de Gaulle et a dû nommer 5 gouvernements. Nommé Premier ministre en 1962, il en restera jusqu'à son élection en 1969, détenant donc de très loin le record de longévité du Premier ministre durant la 5ème République. Son premier gouvernement, nommé logiquement en 1962, va malencontreusement subir une motion de censure à cause du référendum de 62, forcé par de Gaulle sans respecter l'article 89 de la Constitution, qui visait à faire élire le président de la République au suffrage universel par le peuple, qui d'ailleurs est passé, forçant Pompidou à former un second gouvernement qui durera jusqu'en 1966. Cette année-là eut lieu la réélection de Gaulle à la présidence de la République, et Pompidou fut renommé Premier ministre, formant donc logiquement un nouveau gouvernement, son troisième. Le 1er avril 1967, après une victoire aux législatives en tant que député de la seconde circonscription du Cantal, Pompidou annonce sa démission, mais sera maintenu par le président de Gaulle. Pompidou va donc former un quatrième gouvernement. Pour régler la crise de 68, Pompidou va retenter de démissionner, mais de Gaulle, continuant à le maintenir, va demander plutôt des élections législatives. Le parti gaulliste, dont faisait logiquement partie Pompidou, va gagner avec une majorité absolue, une première depuis le début de la 5ème République, et Pompidou va nommer un 5e et dernier gouvernement, avant de se présenter en 69 pour l'UDR, après la démission du général. Là, on pourrait penser que Charles de Gaulle et Georges Pompidou s'entendaient très bien, mais même si les deux partageaient les mêmes idées politiques, plusieurs scandales forcèrent la rupture entre les deux. D'abord, la disparition surprise du général en mai 68, dont Pompidou n'était absolument pas informé, mais d'abord et surtout l'affaire Markovitch. En toute fin du mandat de Gaulle, on tenta de compromettre sa femme, Claude Pompidou, en faisant circuler des fausses rumeurs et images sur elle. Blessé à l'extrême, Pompidou reproche à l'Élysée et surtout à René Capitan, alors garde des Sceaux, d'avoir laissé cette rumeur déshonorante, basée sur les paroles d'un voyou, se propager. Malgré tout, ça ne l'empêchera pas de recevoir le total soutien de l'UDR aux élections présidentielles de 69. Venons-en donc à ses actions politiques en tant que président. C'est, et on a tendance à l'oublier, en grande partie grâce à lui que le TGV et Airbus existent. L'un de ses projets principaux étant, suivant la lignée gaulliste, l'industrialisation du pays. Plus petit, mais tout aussi important, le passage de SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, à SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Car contrairement au SMIG, qui est fixé quoi qu'il arrive, le SMIC s'adapte à l'inflation. Cela en fait donc une loi extrêmement importante, particulièrement de nos jours avec l'inflation. Finalement, même si je sais qu'il a fait plein d'autres plus petits trucs, mais bon, j'essaie de rester bref. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Wikipédia où tout a été listé. On peut aussi citer qu'il a énormément développé le parc nucléaire français et aussi beaucoup aidé à la création européenne. Finalement, je pense que c'était un très bon et digne successeur du général de Gaulle. Il avait une politique de droite, certes, mais a beaucoup aidé à faire devenir la France ce qu'elle est aujourd'hui, dans le bon sens du terme, ce que malheureusement on ne peut pas dire de tous les présidents. Dans le prochain épisode de Ma France, mon histoire, nous parlerons de comment la droite gaulliste est morte à travers le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Et avec ceci, bye bye!